Et on est là, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le coach Campi. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Greg. Salut les copains. Comment ça va? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ensemble, vous, là? On est au fief des Marseillais. On anime une formation en préparation mentale. Et du coup, on s'est préparé de la meilleure façon, j'imagine. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense, pour recevoir le meilleur des Parisiens. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On n'aurait pas pu mieux faire. Franchement, incroyable. Donc, Jérémy, tu vas nous présenter l'invité. D'accord? Oui. C'est avec vraiment une grande fierté de recevoir cette personnalité, parce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une personnalité, d'accord, mais il nous fait plaisir d'être là avec nous. C'est quelqu'un qui a des journées très chargées pour le coup, mais par amitié, il nous fait ce petit plaisir et on a vraiment envie de vous présenter l'homme derrière le joueur ce soir, et je pense qu'on va bien s'éclater. C'est un petit peu le but. Alors, EFI Sport TV s'agrandit. On avance chaque semaine avec des invités toujours plus prestigieux. C'est vrai que là, on a été un peu impressionnés. Quand on s'est dit, coach Campi nous dit on vous ramène Jérôme Roten, on n'y croyait pas trop. Et en fait, on va pas lui faire de cadeau malgré tout. Voilà. Beaucoup de respect pour cette personne. On va essayer de mieux le comprendre, mieux le connaître, comprendre son parcours. Pour moi, il représente aussi l'identité d'un champion. Vous savez que c'est ça la méthodologie qu'on a créée avec Laurent chez EFI Sport. Et finalement, à travers son parcours, il y a tellement de choses extraordinaires à dire. Et ce soir, on va essayer de comprendre comment il s'y est pris au niveau émotionnel, au niveau mental, comment il a avancé, comment peut-être il a affronté des difficultés, il a dépassé certaines limites. Et on ne lui fera pas de cadeau. Je le dis clairement, on n'a peur de personne ici. Et Jérôme, il sait à quoi s'en tenir. C'est un puncher et je sais qu'il va monter sur le ring, pas comme son collègue coach Campi des fois, qui a un petit peu frileux. Ça y est, tu comprends? Alors, coach, je suis désolé, je me suis un petit peu emporté, je suis un petit peu excité, mais avant de l'accueillir… Oui. Écoute, j'ai envie de te dire, gère tes émotions, parce que je sais que tu es très… Voilà, c'est Jérôme, c'est notre ami, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, tu l'as pas eu en formation animateur senior, lui, non? Non, malheureusement, lui, non. Je n'ai pas eu. Allez, ça va. Je pense que s'il m'avait eu en formateur, aujourd'hui, il ne serait pas consultant, ça serait du gâchis, il serait devenu entraîneur, parce qu'il serait tombé en passion. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, on arrête les bêtises. Je vais le présenter, évidemment connu internationalement, hein, Jérôme Roten. Donc, en 2 mots, il est né le 31 mars 1978. C'est un Parisien, on l'a dit, à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Donc, footballeur international français, devenu consultant, formé au Stade Malherbe de Caen. Il a joué 3 ans en Ligue 2 de 97 à 2000. Et puis, assez rapidement, c'est assez exceptionnel d'ailleurs, on va en parler avec lui, il fait ses débuts en Ligue 1. Donc, en 2001, il bascule sur le club de Troyes et il va remporter déjà la Coupe Intertoto contre Newcastle. Et puis, l'ascension continue. Il bascule avec l'AS Monaco et je sais, le club cher au cœur de monsieur Grégory Campi, notre monégasque, sous les ordres d'un certain Didier Deschamps. Peut-être que ça nous dit quelque chose. Il va remporter, alors il a des titres, hein, Jérôme Roten, même si des fois, on a pu croire que… Non, la Coupe de la Ligue en 2003, avant de finir meilleur passeur de la Ligue 1. Et ça, c'est un sacré titre, meilleur passeur de la Ligue 1. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et puis, il avance encore. Finaliste de la Ligue des Champions en 2004. On se rappelle de cette épopée. On va évidemment en parler avec lui ce soir. Et puis, il enchaîne. Et je pense, il nous le dira dans le club de son cœur, le Paris Saint-Germain, avec lequel il va remporter la Coupe de France en 2006, la Coupe de la Ligue en 2008. Et puis, il va être prêté aux Glasgow Rangers, donc un petit séjour à l'étranger. À nouveau, il va partir en Turquie. Et puis, au fur et à mesure, il va quand même remporter un titre de champion d'Écosse avant de revenir au Paris Saint-Germain pour finir au SC Bastia, donc cher à monsieur Laurent Martini, la Corse, champion de France de Ligue 2 avec Bastia en 2012 et surtout élu meilleur joueur du championnat, ce qui n'est pas rien non plus. Et puis, il fait son retour. Alors, c'est la boucle est bouclée, hein, j'ai envie de dire. C'est un alchimiste un petit peu dans son club formateur, donc au Stade Malherbe de Caen. On va aussi parler de son parcours avec l'équipe de France, évidemment. Ses débuts en 2003. Il remporte la Coupe des Confédérations. Il participe au Championnat d'Europe en 2004. Et puis, il va prendre sa retraite fin d'année 2013. Et là, on en parlera évidemment aussi. Une reconversion totalement réussie. Devient consultant. Il commande des rencontres pour RMC.
intervient à la radio dans l'émission de l'After Foot. Et puis là, depuis 2021, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Et ça aussi, on va essayer de comprendre quel est le message qu'il y a dans la tête de Jérôme Roten, comment il en est arrivé là. Et il anime sa propre émission sur RMC, Roten sans flamme, qui fait un carton absolument incroyable en ce moment, actuellement, évidemment. Voilà, si on devait le présenter, Jérôme Roten, Greg, est-ce que tu penses que quand il va arriver à l'antenne, il va se dire « ça va, j'ai rien à dire » ou il va commencer à mettre une piche de suite? Écoute, le connaissant, je pense qu'il a déjà sorti les vissés, les protèges tibia. Et préparez-vous, messieurs, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Eh bien, écoute, on va l'accueillir tout de suite alors. Allez. Et monsieur Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de nous faire l'honneur. On va être un petit peu poli au départ. On a beaucoup de respect pour toi, on le dit tout de suite. Mais encore une fois, on vient de l'annoncer. Il va y avoir match dans le match, je te le dis. On va venir te chercher aussi. J'annonce tout de suite que notre cher capitaine, qui est en régie, qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on va faire apparaître au fur et à mesure de l'émission, avait beaucoup parlé à un certain moment. Et voilà, attends-toi aussi à ce qu'ils viennent te chercher peut-être. Et je sais que tu auras du répondant par rapport à ça. Tu aurais du répondant. J'ai entendu le palmarès, c'est pas mal. Par contre, sur les passes décisives, tu aurais pu dire que j'avais le record encore sur une année de passes décisives. Tu vois, il y a eu des grands joueurs qui sont passés, mais ils n'ont pas réussi à me battre. Hein. Sur une année, c'est 18 décisives. Hein. Donc ça, c'est important quand même de le rappeler. Que je suis le dernier buteur en match officiel sur un coup franc en équipe de France. Voilà. Et, je vous l'avais dit ça, non? Je ne vous l'avais pas dit ça? Et que au Paris Saint-Germain, sur toute l'histoire du Paris Saint-Germain, j'étais, dernièrement, là, il marque beaucoup de buts, mais j'étais sur les 45 ans du club, j'étais le 3e meilleur passeur de l'histoire du club. Voilà. Eh bien, écoute, déjà qu'on était un petit peu impressionnés, je t'avoue que là, j'ai envie de me faire petit. Voilà, je vais être honnête avec toi. Mais bon, blague à part. Écoute, il y a eu des grands joueurs et j'ai fait une carrière, j'ai tiré le max et on va en parler. Tiens, j'ai déjà une question directe. Elle n'a rien à voir avec les aspects mentaux. Donne-moi le plus grand joueur avec lequel tu as évolué. Allez, un seul, vite, réfléchis pas, on y va. Allez, c'est parti. Ouais, écoute, je vais te dire Zidane parce que ouais, ça fait plaisir. Ça reste. Et pourtant, et Dieu sait que je ne porte pas dans mon cœur. Mais Zidane et un certain Thierry Henry aussi, parce que Thierry, c'est pas mal. Ouais. Ok, je vous propose qu'on envoie le premier jingle de cette émission et puis on va avancer pour mieux te connaître quand même, Jérôme, parce que c'est le but de ce soir de connaître l'homme qui a derrière le joueur, comme l'a dit Greg Campi. C'est parti, Captain. Alors c'est vrai, on l'a dit, en quelques années, assez rapidement, il y a une ascension dans tes performances, dans ton niveau, dans l'évolution que tu as eue qui est assez impressionnante. Et aujourd'hui, tu as compris que nous, on s'intéresse vraiment à l'identité du champion. Comment on fait pour passer ces étapes-là? Comment on devient vraiment quelqu'un qui performe, quelqu'un qui passe des étapes? Et nous, on est assez convaincus que le talent, ce n'est pas suffisant. Et c'est vrai que du côté de l'écran, quand on est spectateur, on a souvent l'illusion de croire que c'est facile parce qu'on a du talent. On voit un joueur qui performe, on se dit il est talentueux, ça suffit. Première question, est-ce que ça a été simple pour toi? Et tout de suite, je t'enchaîne la deuxième pour que tu puisses nous exprimer et qu'on explore avec toi les qualités qui t'ont permis d'avancer. C'est quels ont été les ingrédients qui t'ont permis d'avancer si vite vers un club de ce standing qu'est l'AS Monaco? Écoute, pour déjà la première question, savoir si ça a été simple, bien sûr que non, que c'est pas simple de commencer une carrière professionnelle. Déjà, il y a peu d'élus et on est beaucoup de candidats. Moi, j'ai eu la chance, si tu veux, de passer par une école qui était la meilleure école quasiment au monde. À l'époque, c'était l'INF Clairefontaine. Alors, ça a évolué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de clubs pro qui ont leur centre de préformation. Mais cette école-là, elle m'a appris beaucoup de choses dans la façon d'évoluer, de la façon de grandir, comment on se prépare au haut niveau dès l'âge de 13 ans. Et je peux te dire qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, bien sûr que c'est compliqué, c'est dur, il y a des moments de doute,
il y a des moments de déception, il y a des moments où c'est de la tristesse même parce que tu te retrouves pas toujours dans les meilleurs et même rétrogradé par moment. Et là, il faut s'accrocher. Donc, si tu veux, ça n'a jamais été linéaire chez moi. De l'âge de 13 ans jusqu'à mes débuts professionnels, ça a été très compliqué. Et mes débuts pro ont été à 18, 19 ans. Donc, il a fallu que je m'accroche. Mais je pense que, et on en reviendra pendant l'émission, bien sûr, parce que c'est important et par rapport à ce que vous faites aussi, c'est que le mental prend une place énorme. Donc, c'est soit tu acceptes la défaite, la tristesse, et tu te rentres dans le rang et tu as beau avoir le meilleur pied gauche au monde, façon de parler, hein, ou la meilleure technique en mouvement, et j'en ai connu des joueurs qui ont été très bons jeunes, mais ça suffit pas. Et en fait, tu dois t'accrocher, te remettre en question. Il y a des personnes clés dans une carrière. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je les compte sur les doigts de la main. Mais ces personnes clés, en général, c'est soit ton directeur de centre, soit tes entraîneurs. Et en fait, à chaque étape de ma jeune carrière, si tu veux, j'ai pu compter sur une seule personne à chaque fois. Mais ces personnes-là ont été essentielles dans mon évolution. Donc, et m'ont permis de passer les caps, les échelons, de grandir en prenant le temps. Et puis après, à l'arrivée, je te dis, ça a été très très dur jusqu'à mes débuts professionnels. Après, je te dis pas que c'est facile parce que ça dépend ce que tu veux faire. En fait, si le but de ma jeune carrière de formateur ou de préformateur, c'était de devenir juste professionnel, dans ces cas-là, le jour où j'ai mis les pieds sur un terrain de Ligue 2 à Caen, je me serais dit, écoute, là, je suis à ce niveau-là, ça me plaît. Mais moi, j'ai toujours eu envie d'atteindre des sommets, quoi. Et donc, en se donnant toute proportion gardée aussi, hein, il ne faut pas non plus se voir trop beau au départ. Mais je ne te dis pas que quand j'ai commencé en D2 à Caen, je me voyais sur le toit de l'Europe à Monaco et je me voyais en équipe de France. Non, ce n'est pas vrai. Mais par contre, j'avais une envie, c'était de m'imposer déjà en Ligue 2. Et en D2 et de finir dans les meilleurs joueurs de D2. Et ça, c'est une fierté, si tu veux, c'est que je me suis toujours donné des objectifs assez élevés. Et par chance aussi, parce qu'il faut un brin de chance et de réussite, j'ai toujours réussi à atteindre ces objectifs. Et ça, si tu veux, par étape dans ma carrière, c'est ce que je me suis fixé au départ. Donc, être un joueur essentiel de D2 à Caen, être un joueur important aussi pour le collectif et pour faire monter ton club. Et puis après, une fois que tu as fait ça, atteindre la Ligue 1, soit avec Caen, ton club formateur, soit avec un autre club, ce que j'ai fait à Troyes. Et quand tu arrives à Troyes, si le club joue le maintien, moi, l'objectif, c'était de jouer l'Europe. Alors, tout seul, je ne pouvais pas, hein, bien sûr. Hein. Il y a un état d'esprit à avoir collectif. Et on a réussi à atteindre des sommets à Troyes, des choses… il le voit, hein, le club, c'est la meilleure période. J'ai participé à cette meilleure période de l'Estac, de toute sa vie, de son histoire. Donc, ça, c'est une fierté aussi de jouer de la Coupe d'Europe et de gagner un titre européen à Troyes. Franchement, ce n'était pas gagné d'avance. Donc, et après, voilà, une fois que tu réussis à Troyes, j'avais l'impression d'avoir fait le tour aussi. Donc, d'atteindre des objectifs tellement élevés que il fallait que je passe par un grand club et là, à Monaco. Et puis voilà, puis ainsi de suite. Donc, si tu veux, et on reviendra plus précisément pendant l'émission, mais ça a été très compliqué, pour répondre à ta première question, très compliqué du centre de préformation jusqu'à la fin du centre de formation. Ça a été compliqué après parce qu'une période, une carrière professionnelle, c'est compliqué, mais ça a été moins dur. Alors, je crois comprendre. Ouais. Alors, ça résume vraiment, du coup, un petit peu tous les invités qu'on a depuis qu'on fait cette émission. Je comprends qu'il faut accepter de se remettre en cause. Ça, tu l'as dit, c'est vraiment important. On va passer forcément par des moments de doute, et surtout quand on est jeune. Hein, tu dis, entre la préfo, la formation, voilà, c'est les moments peut-être les plus difficiles. On va ressentir de la tristesse. Et tu parles de l'importance de l'environnement, d'avoir vraiment des personnes ressources sur qui on peut s'appuyer. Ça, c'est essentiel. Et après, ce que j'entends, c'est que finalement, une fois que j'arrive au niveau professionnel, il y a un piège à éviter. C'était ma question d'après et tu vas pouvoir développer. C'est
soit je me satisfais de cet objectif-là, soit à un moment donné, on voit que chez toi, il y avait un désir, il y avait quelque chose qui voulait, une partie de toi qui voulait aller plus loin, plus haut, comme si tu étais, alors tu parles beaucoup de fierté, comme si tu te lançais des défis. Et en même temps, j'entends, oui, je voyais grand, je rêvais, mais j'entends beaucoup de lucidité, de calme et de me dire une étape, step by step, un truc derrière l'autre et petit à petit, j'avance, mais je me fixe pas de limite quelque part. Ouais. Bah oui, ça à l'époque, je te dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, pour parler quotidiennement du foot et d'analyser le foot, je pense que ces étapes-là, c'est très compliqué dans la tête d'un jeune parce que ils sont au centre de préformation déjà à 13 ans, ils se voient limite, ils se demandent pourquoi ils jouent pas en pro, quoi, tu vois. Donc, ouais, mais tu vois, bah justement, l'émission de la semaine dernière qu'on a fait avec Jérémy et Laurent, justement, on débattait sur ça, sur le fait que, bah, par exemple, si je prends ton exemple, à l'INF Clairefontaine, voilà, tous ces jeunes qui se voyaient comme toi aller plus haut, aller encore plus haut, se fixer des objectifs et faisaient un travail de visualisation, Jérémy et Laurent, je pense que c'est ça, d'accord? Ma question est, et je vais te la poser à toi aussi, voilà, est-ce que je pense que tu as joué avec des très bons joueurs à l'INF Clairefontaine, d'accord, qui ne sont pas forcément sortis comme toi dans un centre de formation et qui ont après été footballeurs professionnels. Est-ce que ces gamins-là, non, est-ce que cette structure a été assez professionnelle en termes d'aspects mentaux pour justement d'abord former des hommes et prêts à toute éventualité, ou est-ce que ces gamins-là, quand ils sont sortis de là, alors qu'ils étaient pleins de rêves et pleins d'envie, ça les a pas justement un petit peu fait se sentir en faiblesse dans la vie de tous les jours? Écoute, franchement, je vais te dire la vérité. Sur un groupe de 23 à l'époque, on était donc 23 à 13 ans. Je pense que tous ceux qui avaient un talent particulier, parce que je pense que de toute façon, pour réussir au haut niveau, jouer en professionnel, déjà, il faut avoir un truc en plus que les autres. Tu vois. Et sur les 23, même s'il y avait des très bons joueurs, parce que tu ne viens pas là, il y a été 800 au départ. En plus, c'est le seul centre de préformation. Donc, il y a une détection sur 800 joueurs. Ils n'en prennent que 23. Alors, plusieurs étapes, bien sûr. Hein. C'est pas juste, il y a 800 joueurs d'un coup et puis ils en choisissent 23. Non, on passe de 800 à 500, de 500 à 200, de 200 à 100, 100 à 50 et 50 à 23, tu vois. Donc, sur plusieurs journées. Mais même s'ils avaient des qualités, bien sûr, tu n'es pas là par hasard. Je pense que très vite, il y a une sélection qui se fait déjà. Parce que tu as le gamin qui prend, et ça arrive au niveau pro, quand je te disais en Ligue 2, quand je commence en D2, il y a d'autres jeunes qui ont commencé en même temps que moi, mais eux, ils étaient très contents de jouer en D2 et c'est tout, tu vois. Et ben à Clairefontaine, c'est pareil. Le fait d'avoir les équipements de l'équipe de France, d'être dans la maison du football, hein, du football français. Donc, Clairefontaine, c'est quand même sensationnel pour un jeune joueur, un jeune gamin comme nous. Bah, il y en a beaucoup qui ont pris ça comme une finalité. Ouais, mais tu te souviens de ce reportage à la Clairefontaine? Ouais. Il y avait un joueur talentueux, mais vraiment qui après n'avait pas été gardé à l'INF, mais qui avait quand même rebondi. Mais voilà, et le fait de ne pas avoir été gardé à l'INF Clairefontaine, ça l'avait suivi toute sa vie et il n'avait pas percé et il avait eu beaucoup de mal à rebondir. Donc ma question, tu vois, Jérôme, est-ce que dans ces structures-là, déjà à ton époque, je pense qu'il n'y avait pas ça. Est-ce que actuellement, ils sont plus performants par rapport à ça, mais sur les aspects mentaux, est-ce qu'ils préparent ces gamins-là à l'échec? Je pense que quand tu vis 2 ans ou 3 ans en centre de préformation, aujourd'hui, quel que soit le club, parce que bon, l'INF aujourd'hui a de la concurrence de ce côté-là, je pense que le gamin à 13 ans, 14 ans, automatiquement, il va être pas accompagné, mais il doit se construire aussi, tu vois, avoir les ressources, aller chercher au fond de lui-même les ressources, savoir s'il peut accepter certaines situations, s'il peut accepter l'échec, s'il peut accepter. Donc, je sais pas si aujourd'hui… C'est jeune quand même. C'est jeune quand même. Non, mais je pense qu'ils sont très, très, bien mieux entourés que nous, on était.
Oui, ça oui. Ça, c'est sûr. Parce que nous, on était livrés. Nous, heureusement, moi, je le sais, hein, heureusement que mon père était là très souvent. Alors, ma mère aussi, mais pour d'autres, elle m'apportait autre chose. Mais heureusement que mon père était là parce que s'il n'est pas là, je pense que là, pour de bon, tu es livré à toi-même. Et peut-être que tu t'écroules parce que les formateurs ou les préformateurs, ils ont pas le temps, si tu veux, de rentrer dans des, dans des discussions, la pression, le truc. Eux, ils ont qu'un mot à la bouche, c'est la progression, l'éducation, bien élevé, bien ceci, cela. Mais sauf que ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que moi, je te disais en aparté que ça a été très compliqué, c'est que quand il y a des choix de fait le week-end, quand tu ne joues pas, ou que tu es remplaçant, ou que tu fais un match moyen, très moyen, et que tu n'arrives pas à répéter ce que tu as travaillé tout au long de la semaine à l'entraînement, tu te poses des questions. Mais les entraîneurs, à l'époque, moi, mes préformateurs, formateurs, ils avaient énormément de qualité. Moi, il y avait Francisco Filio, c'était un génie. Ouais. Là-dessus, tu vois, et moi, heureusement que je suis passé entre ses mains parce qu'il m'a tellement appris de choses. Et mentalement, on en parlera après, tu vois. Mais n'empêche qu'il n'avait pas le temps de nous parler. Il était toujours à la dure. Tu vois, si vous ne répétez pas, c'est à toi, dans ta chambre, de te poser les bonnes questions, de te remettre en question et tout ça. Et tout seul, à 13 ans, 14 ans, c'est sûr que c'est compliqué. Et que, pour répondre, toi, Greg, à ta question, automatiquement, il y en a qui s'évincent parce qu'ils n'y arrivent pas, en fait. Et en fin de première année, en fin de deuxième année, au lieu de faire 3 ans, ils en font qu'1 an ou 2 ans parce qu'ils en ont ras-le-bol, quoi. Alors, c'est vrai que nous, ça nous parle beaucoup. Enfin, alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec les pôles espoirs parce que j'étais à la Fédé. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'accompagne les joueurs qui sortent des pôles et qui vont dans les centres de formation. Et il y a un retard, je me permets de le dire, qui est encore énorme. C'est-à-dire qu'entre ce que tu nous racontes, qui date quand même de quelques années, et l'évolution qu'il y a eu sur cet aspect-là aujourd'hui, il y a un fossé encore. On est encore très loin du compte. C'est grave. Et nous, on croit. Nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on élève la voix de attention, les émotions, tu le dis, hein, affronter le doute, la déception, la tristesse à 13-14 ans, savoir se remettre en question, se fixer des objectifs sans croire qu'on est arrivé, mais avoir le désir d'aller plus loin tout en sachant qu'il faut être patient, qu'il y aura des étapes. Waouh, c'est une maturité incroyable qu'on demande à un jeune joueur aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je te dis, moi en fait, je pense que dans ma carrière, l'INF m'a sauvé. Ça a été très dur, mais l'INF m'a sauvé parce que je me suis mis… j'étais fait pour l'INF, en fait. J'étais fait pour l'INF dans la façon, dans ma personnalité, dans la remise en question et tout ça. Parce que, je vais te dire, je n'avais pas besoin d'écouter Pierre-Paul Jacques pour savoir si j'étais bien ou si j'étais pas bien. J'arrivais à me faire mon autocritique assez vite. Et surtout, j'étais exigeant avec moi-même. Donc, en étant exigeant, pratiquement, je n'avais pas besoin d'échanger avec mes formateurs, mes préformateurs et tout ça. Les seuls échanges que je pouvais avoir là-dessus, sur le jeu, sur la façon d'appréhender un rendez-vous et tout, c'était avec mon père. C'était avec mon père sur les trajets et on parlait de ça. Mais il ne rentrait même pas dans les détails parce que lui, il découvrait. Lui, il n'a pas fait une carrière pro. C'était un passionné de foot, c'est un passionné de football. Mais il était perdu là-dessus, sur les émotions et tout ça. Et on en parlait. La seule chose, moi, qui me mettait, et ça m'est toujours resté dans la tête, il m'a dit que tu sois un gagneur, un compétiteur, que tu sois un mauvais joueur, il n'y a pas de problème. Va au bout de toi, c'est ta personnalité, tu es comme ça. Par contre, il faut être respectueux. Le jour où tu ne seras pas respectueux de tes coéquipiers, de ton adversaire ou de l'arbitre, et ça m'est arrivé une fois, Là, il m'a dit, je serai intransigeant. C'est-à-dire, le foot, c'est fini, tu rentres à la maison, quoi, tu vois. Et donc, les discussions, c'était ça. Et après, c'est vrai que je me suis un peu fait tout seul. Et quand je te dis que l'INF m'a beaucoup apporté, moi, mais pas que moi, hein. Tu vois, je parle souvent avec Titi Henry, plus promo que moi. Lui, il a fait que 2 ans, pas 3 ans. Mais il te dit, il a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et si tu veux, tout au long de sa carrière. Il y a des noms de ta promo qui sont sortis un petit peu, qu'on connaît. Il y a Thierry Henry, William Gallas. William Gallas. Et donc, moi, ça fait 3 internationaux. Pour une promo de 23, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a eu
des joueurs qui ont joué un peu en Ligue 1, un peu en Ligue 2 aussi. Il y a eu Souk Savejvong, alors Rémi Savejvong qui a joué un peu à Montpellier et qui a fait une petite carrière de Ligue 2 derrière un petit peu. Eric Citruc, pareil, qui a joué beaucoup en Ligue 2 ou en National. Même un peu, je crois qu'il a même fait une année en Ligue 1. Voilà, donc si tu veux, sur 23, il y en a 5, 6, voire 7 qui ont vécu du foot, quoi. Alors, du coup, Jérôme, je vais un petit peu rebondir après, on aura le regard de Laurent, qui est l'expert ici, qui va un petit peu avoir du recul et puis nous amener un petit peu des éclairages sur peut-être les stratégies que tu as mis en place. Moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, et c'est un débat qu'on a souvent aujourd'hui et sur qui il faut vraiment mettre une vigilance sur les jeunes, c'est que tu as été un garçon très bien structuré, on le comprend, il y avait une relation forte avec ton papa, ce qui t'a permis à un moment donné de faire la différence de ce que je crois lire derrière les lignes entre tes capacités de footballeur, donc quelque part la confiance que tu pouvais dégager en tant que joueur de foot et ta valeur en tant qu'être humain. Et tu as su, de ce que je comprends avec maturité, dissocier les deux. Si tu es un bon joueur de foot ou un mauvais joueur de foot, c'est une chose. Mais ça n'enlève pas la valeur de la personne que tu es. J'ai l'impression que ça, tu l'avais au fond de toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à dissocier les deux. C'est-à-dire qu'on leur dit, t'es pas bon, t'es nul. Et en fait, ils ne font pas la différence entre le joueur et l'homme. Ouais, ils mettent tout ensemble, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça, à ce sujet, Jérôme, franchement, bon, pour le coup, c'est mon meilleur ami et je peux vous dire que moi, je souffrais beaucoup quand on parlait de Jérôme, de ce qu'il représentait sur le terrain, parce que il avait ce côté un peu provocateur, imbu de sa personne, voilà, le titi parisien, le blond, tout ce qu'on veut. Alors que dans la vie, c'est quelqu'un qui a des valeurs incroyables, Et il a toujours pour en avoir beaucoup discuté avec lui, je pense que ça t'a jamais trop touché non plus, Jay, puisque alors tes amis, oui, et bien sûr, tu faisais attention au regard de tes amis, de ta famille, bien sûr, mais après de l'extérieur, je te voyais pas plus souffrir que ça. Et ça, je pense que c'était une grosse force que tu avais. Au contraire, plus on te tapait dessus et plus tu faisais ce que les gens aimaient pas que tu fasses. Voilà. Mais après, à l'extérieur, Jérôme, c'est quelqu'un qui a des valeurs, voilà, qui a été, il vous l'a dit, hein, il vient d'une famille exceptionnelle avec sa maman, son papa, sa sœur, voilà, d'une structure familiale top. Donc voilà. Et moi, ça, c'était un truc qui me rendait quand même assez fou. Coach Campi, je vais juste faire un parallèle avec la semaine dernière. Tu vois, ça, c'est une stratégie qui me fait penser à Conor McGregor. Exactement. Désolé de te le dire, mais plus on se moquait de lui, plus on lui disait qu'il n'y arriverait pas, et plus ça lui donnait la niaque de réussir. Et j'entends ça. Maintenant, Jérôme, et on ne va pas aller trop vite parce qu'évidemment, on a d'autres thématiques à aborder et on va revenir à ça parce que c'est vraiment le cœur de l'émission. Là, on est dans le cœur de l'émission. Qui es-tu vraiment et comment tu as fait? C'est extraordinaire d'arriver à assumer, mais même aujourd'hui en tant que consultant, cette image que tu peux renvoyer parce que c'est un monde de communication, le football aussi, hein, on renvoie une image, et finalement la personne que tu es. Et dissocier les deux en restant solide, en avançant dans la direction, mais c'est dur quand même. Ouais, c'est dur, mais tu l'as très bien dit. Je crois que tu l'as ou tu ne l'as pas. Quand tu ne l'as pas, ça ne veut pas dire que c'est perdu d'avance. Au contraire, il faut accepter l'échange, que des gens arrivent à te mettre ça dans la tête et vous êtes là pour ça. Et ça, c'est bien parce que je pense qu'il y a des gamins, plein de gamins, et encore plus aujourd'hui par rapport à la génération qui ont besoin de ça pour se… Vraiment, tu es un homme de terrain avant tout, parce que ça reste notre métier, notre passion. Mais tu passes beaucoup de temps aussi en dehors et pas forcément dans le vestiaire. Et là, il faut savoir faire la part des choses. Greg, quand il parlait du regard de certaines personnes, oui, c'est vrai qu'à Monaco, jusqu'à Monaco, je vais te dire la vérité, je faisais… abstraction de ce qui se disait et tout ça, peu importe. Et encore à Monaco, j'avais la bonne image, tu vois, les gens, déjà les gens en France en général aiment Monaco, ça représente le rêve. Et en plus de ça, je suis tombé dans une génération de joueurs où on était sympa, quoi, tu vois, donc on était accessible. Et donc tout ça fait que on avait, je pense, et moi j'en ai profité parce que je faisais partie de la tête d'affiche de cette époque-là. Avec l'équipe de France, tout ça, j'ai profité de cette image qui était positive sur moi, tu vois,
le petit blond gaucher qui apporte autre chose. Il n'y a pas de problème. Après, quand j'ai mis les pieds à Paris, c'était différent parce que Paris, je le sais, je suis parisien, donc Paris est très jalousé en province, mais à la fois, on est aussi responsable les Parisiens parce qu'on en joue beaucoup. Tu vois, la capitale, et nous, c'est la capitale, et ceci, et vous êtes les paysans, et tout ça. On en joue. Il y a beaucoup de second degré là-dedans. Sauf que les gens, quand ils te collent une image, eux, ils n'ont pas de second degré. Quoi, tu vois, ils te collent une image de mec arrogant, de mec pas sympa. Et si tu veux, le fait d'être mis dans la catégorie des mecs arrogants parce qu'ils jouent au PSG, parce qu'ils dégagent ça, parce que, en effet, cet état d'esprit de compétiteur. Et quand tu es dans la compétition, tu as la concentration qui vient avec toi. Donc, automatiquement, quand tu es très concentré et que tu es sûr de ta force et que tu as envie de gagner, tu te renfermes un peu, tu vois, même physiquement. Le body language, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Et là, on te colle une étiquette de mec, ouais, lui, il ne respecte pas, lui, il est arrogant, lui, ceci, lui, cela. Mais quand ça dépasse le terrain, moi, ça me dérangeait. Tu vois, parce que comme Greg l'a dit, et Greg est peut-être mal placé pour en parler avec moi parce qu'on s'apprécie beaucoup depuis plus de 25 ans. Donc forcément, il va que dire des bonnes choses sur moi. Mais n'empêche que ça m'a toujours fait plus ou moins mal, tu vois, d'avoir ce regard-là, de dire, mais attends, mais en quoi je suis arrogant, en quoi dans la vie je me prends pour un autre. Non. Et là, et à l'arrivée, je suis fier de ce que je fais aujourd'hui parce que ça montre que, et tous les gens, et ça, c'est ma grande victoire et je suis content et je ne me force pas. Les gens qui me connaissent et qui me côtoient, ils me disent, bon, voilà, j'ai des défauts, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'ai une qualité, c'est que franchement, tout le monde est à la même enseigne avec moi. Non, mais moi aussi, je saute sur l'occasion aussi. C'est vrai que Jérôme, pour pas aller là-dedans, parce que voilà, c'est personnel, mais il avait du temps de la radio, il a quand même vécu des choses dans sa vie qui peu de personnes auraient pu assumer comme lui a assumé. Parce que moi, je le voyais, parce que forcément, on se côtoie, et c'était une période où on se côtoyait beaucoup, puisque c'était une période où je passais mes diplômes à Clairefontaine, justement. Et voilà, voir Jérôme faire ce qu'il faisait la journée, et croyez-moi, je pense qu'il n'y a pas pire dans la vie. Il en avait parlé un petit peu sur ses émissions et tout ça. Mais bref, ça restera, ouais, j'ai un petit peu d'émotion aussi, parce que c'est vraiment particulier. Et de le voir à l'antenne de 18h à 20h, comme si de rien n'était arrivé, parce que je l'accompagnais de temps en temps, et faire abstraction de ce qu'il avait vécu la journée. Et croyez-moi, c'est des moments, c'est inimaginable. Je disais, mais putain, mais ce mec-là, il est fou, ou alors il est vraiment costaud. Voilà. Alors, moi qui suis son ami, ça me faisait encore plus mal quand je voyais les commentaires de certaines personnes dire Roten ci, Roten là. Mais finalement, on en a toujours un peu rigolé, lui et moi, même si on savait que. Mais des fois, je me disais, ça me faisait plus mal à moi qu'à lui. Ouais. Mais en tout cas, voilà, très grand respect par rapport à ça, parce que croyez-moi que ce qu'il a traversé, peu de personnes auraient géré. Tout le monde l'aurait traversé, parce qu'à un moment donné. Mais lui, comment il a géré, je peux vous dire que. Voilà, si vous voulez parler d'aspects mentaux, je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, il a utilisé les bons outils. Alors, en tout cas, oui, de manière évidemment intuitive, inconsciente, on voit que c'est un garçon bien construit et que ça lui a permis d'affronter pas mal de difficultés, en tout cas, dans ce que tu nous partages. Alors, Jérôme, j'ai envie de te dire, on n'est que de passage sur cette terre, finalement. Peut-être qu'on est là aussi pour vivre des expériences, pour apprendre. Des fois, c'est douloureux, même souvent. Et quand on est exposé comme toi, c'est peut-être exacerbé. L'intensité des émotions est beaucoup plus forte. Les critiques sont beaucoup plus fortes. Donc, tu vis finalement de manière accélérée ce qu'on vit tous dans notre quotidien, mais avec une intensité beaucoup plus forte. Et c'est là où je rejoins Greg. Tu es costaud, évidemment. Maintenant, quand tu regardes ça, ce passé, parce que c'est derrière toi aujourd'hui, et finalement, qu'est-ce que ça t'a appris d'essentiel et qui te sert aujourd'hui? Et on en parlera tout à l'heure, mais quand tu regardes ce passé, c'est quoi l'apprentissage que tu as fait qui est vraiment important quand tu regardes en arrière sur cette période? Le plus important, moi, je pense que c'est
c'est quand tu te retrouves, si tu veux, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, seul, parce que c'est un sport co, mais c'est chacun pour sa gueule, hein. On est tous en concurrence à l'arrivée, tu vois. Et c'est de se poser calmement, tu es tout seul, tu vas t'endormir et tout, et tu te dis, c'est dur, on pleure tous les soirs quasiment, parce qu'on est tout seul. Tu es loin de ta famille, et donc à 13 ans, 14 ans, il n'y a personne, aucun gamin qui est prêt, qui est préparé à ça. Hein, tu vois, même le gamin qui se sent pas forcément très aimé dans sa famille, il souffre quand même. Moi, c'est à l'opposé, donc j'étais très aimé et très, très entouré, et donc très compliqué. Et en fait, c'est de se dire, je suis là pour vivre de ma passion, de faire ma passion, et là, c'est une chance unique, tu vois. Et donc, en fait, je me suis servi de ce truc-là. Alors, est-ce que c'est inné? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle, Greg parle d'être costaud dans sa tête, moi, je me suis toujours dit, dès l'âge de 14 ans, que si tu veux devenir un bon joueur de football, et dans n'importe quel autre sport aussi, mais là, on parle de foot, bien sûr, il faut que mentalement, tu sois très solide. Parce qu'il faut accepter les critiques, il faut se remettre en question. Même quand il y a de la satisfaction, il ne faut pas non plus se voir trop beau, parce qu'on prend des tartes. Et je suis passé par là aussi. Hein. Tu sais, des bonnes périodes, des bons matchs, 2-3 bons matchs, tu as l'impression ça y est, d'être le meilleur joueur du monde. Et puis tu retombes vite sur terre, parce que si tu ne mets pas les mêmes ingrédients pour préparer les matchs, eh ben, tu le reprends dans la gueule. Et le football, il est intransigeant là-dessus. Et donc, si tu veux, moi, ça m'a appris ce côté-là sur moi-même, c'est-à-dire que tu dois avoir de la satisfaction quand tu as le sentiment d'avoir tout donné et d'avoir fait quelque chose de bien. Et heureusement, il faut en profiter, parce que sinon, tu deviens un robot. Et il y a des joueurs qui sont comme ça. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Mais par contre, la satisfaction a ses limites. Tu vois, là, on parle, là aujourd'hui, ce que je fais, mais ça représente un peu ce que j'ai fait tout au long de ma vie dans le football. C'est-à-dire que tu parlais de l'émission qui cartonne, et c'est vrai qu'elle cartonne, et j'en suis fier, très fier, parce que je mets beaucoup, beaucoup de choses en place. Je travaille beaucoup pour y arriver, et c'est le cas. Et là, pour l'instant, mais c'est pareil, la satisfaction quand les audiences elles tombent et que tu bats des records, ça dure une semaine, on est très content, on le dit à l'antenne, et puis après tu te replonges dedans, parce que sinon tu es mort. Et le foot, que tu sois jeune, moins jeune, au niveau pro, pas au niveau pro et tout ça, c'est la même chose. Et ça, en fait, le football, ma préformation, ma formation et ma carrière professionnelle m'a convaincu que j'étais dans la bonne voie là-dedans. Et donc ça me sert toute ma vie. Et c'est pour ça que mes enfants, mon fils, le dernier qui a 9 ans, je lui mets ça dans la tête. Parce que je trouve que c'est essentiel. Être un compétiteur, ça c'est clair. Il est même à l'extrême, lui. Être un bosseur, travailleur, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu ne travailles pas assez, que ce soit dans n'importe quel milieu, tu n'y arriveras pas. Et après, la remise en question qui est essentielle. Voilà les 3 choses qui pour moi sont essentielles. Le chat est très actif. Hein. J'ai bien aimé il faut un mental d'acier pour supporter Riolo. Tu l'as vu passer ou pas, Jérémy, c'est là? J'ai vu, mais j'ai tourné la tête, tu vois, pour pas me piéger. Alors, on va y venir au chat après, parce qu'on va évidemment, après la partie 3, on va donner un peu la parole au chat pour prendre les questions. Donc, ce qu'on peut résumer là, c'est très enrichissant. C'est finalement, tu nous parles de piliers de vie, quoi. Tu dis, c'est dans ma vie que ça m'a servi. C'est un peu une histoire sans fin, la vie, quelque part. Il y a cette notion d'équilibre que j'entends derrière tout ce que tu dis. Je célèbre mes réussites, mais je sais que je dois continuer à être exigeant. Je sais qu'à un moment donné, le doute va me permettre aussi d'avancer tout le temps, de me remettre en question. Et en fait, tu es sans arrêt dans une sorte de cycle comme ça. Ouais, alors après, c'est fatigant d'être toujours comme ça. C'est clair. C'est très fatigant. C'est pour ça que des fois, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de vacances pour souffler, parce que même en vacances, au bout d'une semaine, de toute façon, il faut que ça reparte. Tu vois. Alors, des fois, j'ai un mois de vacances et tu te dis, mais tu es un grand malade. Mais en fait, c'est ma façon de vivre aujourd'hui, tu vois. Et moi,
il n'y a pas que cette voie-là. Ce que je veux dire, c'est pas parce que je suis comme ça que tout le monde doit être comme ça. Mais c'est sûr que j'essaye d'inculquer ça à mon fils de 9 ans parce que pour moi, c'est une voie à la réussite. Alors, il n'y a pas que cette voie-là encore, mais c'est une voie à la réussite. Mais par contre, et là, c'est ce que je te disais, c'est usant, c'est fatigant, tu vois. Et je sais qu'on en parlera, et tu en as un peu parlé dans ma biographie, tu vois, sur ma carrière. Mais quand j'ai arrêté à Caen, si tu veux, déjà, tu n'es pas programmé, il n'y a pas un âge où tu te dis, oh, tiens, à cet âge-là, je vais arrêter. Non, ça, c'est des conneries, hein, tu vois. Mais en fait, tout ce que je mettais en place, si tu veux, au niveau tout ce que je viens de te dire, au niveau professionnel, dans le football et tout ça, il y avait une usure et à la fin, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus faire des séances physiques ou même quand c'est dur et tout ça, parce que ça aussi, ça me fait rire. Quand au niveau pro, tu as des mecs qui te disent ah ouais, non, mais physiquement, moi, je ne peux pas ça, je ne peux pas faire ça. Mais comment ça, tu ne peux pas faire ça? Comment tu ne peux pas faire ça? Bien sûr que tu as des corps, tu as des corps, tu as des cœurs qui vont courir plus que d'autres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Et ce minimum-là, si tu veux déjà l'atteindre, le minimum, il faut que mentalement, tu sois prêt à souffrir. Si tu n'acceptes pas de souffrir, et là, c'est le mental qui prend, tu n'y arriveras pas, tu ne passeras pas le cap. Et je ne te demande pas de courir à 20 km/h ou à 22 km/h pendant 20 minutes. Ce n'est pas ce que je te dis. Si ton corps il est capable de le faire, de jouer, si tu es capable de jouer au niveau pro, ça veut dire une certaine allure, que tu sois bon ou pas, un athlète ou pas, physiquement, tu dois pouvoir l'atteindre juste au mental. Voilà. Mais une fois que le mental, tu l'as usé pendant plus de 20 ans, bah, j'ai senti que moi, c'était compliqué. Donc, j'ai préféré raccrocher les crampons plutôt que de partir dans un délire en disant ah, ben non, mais avec l'expérience, avec le talent, je vais y arriver. Non, non, tu n'y arriveras pas. Non, mais surtout, tu devenais insupportable pour les entraîneurs. Donc, c'était bien que tu arrêtes. En plus, parce qu'il y a tellement de casse-couilles qui ne comprennent rien. Je vous rassure, là, à la formation, on peut en parler, hein, des entraîneurs. Non, on n'est pas là pour ça. D'accord, bon, ça va. Je reprends la main du coup avant qu'on déborde, mais je vais me tourner vers Laurent Martini. Alors, moi, j'entends le mot passion qui revient beaucoup, la compétition qui pousse Jérôme à chaque fois dans ses retranchements. Et finalement, il nous dit, malgré tout, il y a une limite, il y a une fatigue qui s'installe. Et moi, ce que je comprends, et tu vas me dire, c'est que quelque part, des fois, on n'arrive même plus à écouter ses propres besoins. On est pris dans un rouage comme ça. Et en fait, il faut avoir la capacité à dire stop, j'arrête. Et ça, c'est aussi avoir un mental de champion, quelque part. En fait, c'est vraiment… Moi, j'ai entendu plein de choses. En termes de modèle, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les choses que tu fais naturellement. La première chose, tu me diras si je me trompe, mais tu es très connecté à tes émotions. Et en fait, plutôt que de les refouler, tu es capable de t'en servir. Alors, il y a eu des mots puissants, hein, de la tristesse, de la déception. L'INF m'a sauvé. Donc, vraiment, et c'est vraiment, il y a tout ce pouvoir des émotions que tu utilises pour en faire de la résilience. Et c'est cette capacité qui t'a permis d'avancer. Et on parlait d'intelligence de joueur avec Greg lors du dernier live. Et c'est ça, cette capacité à s'adapter, à se remettre en question. Et puis aussi, il y a ce côté bourreau de travail. Alors, en plus, bravo, parce que là, tu exprimes les aspects mentaux. En plus, tu l'as fait seul. Nous, on prône le fait d'être accompagné. C'est des choses qui s'apprend. Voilà, mais en plus, être seul. Il y a eu ce côté où, au travers de ma solitude, et tu te sers de tout ce panel d'émotions sciemment, dans différents contextes. Ce côté arrogant, c'est aussi se protéger. Ouais. Lorsqu'il nous arrive des casseroles, c'est vrai que qu'est-ce que nous, on peut voir? On voit le joueur à un instant T. Mais qu'est-ce qu'il vit au quotidien? On ne le sait pas forcément. Donc, Greg a commencé à parler d'une histoire de vie très difficile. Et j'avais l'impression que c'était très douloureux. De ce côté-là, personne ne le sait. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On voit un morceau de l'homme et on se dit, tout l'homme, c'est ça. Ouais. Et du coup, toi, tu te sers de cette image. Et ok, vous m'avez collé ça. Je le prends. Je vais m'en servir. Et ça, c'est fort. Et c'est vrai que avoir d'une part cette capacité d'adaptation, d'être connecté à ses propres émotions et en plus avoir cette lucidité sur tes performances, sur tes capacités, sur tes objectifs,
franchement, chapeau. Alors, moi, je vais juste rajouter ça, c'est que je pense que Captain, qui est en régie, qui va pas arriver tout de suite, il est en train peut-être de se dire j'aime le Paris Saint-Germain, j'aime l'AS Monaco, parce que Roten, il est en train de me faire aimer tout ça. Quand on comprend que l'homme, peut-être que Captain, tout à l'heure, il va arriver là devant tous les Marseillais qui sont dans le chat en disant allez, le PSG. Je sais pas. Ouais. Écoutez, en tout cas, cette première partie très riche déjà. On en a 6. Donc, on va avancer parce qu'on apprend un peu mieux à comprendre déjà le fonctionnement, les stratégies, les émotions, effectivement, comment il utilise ses émotions, qu'est-ce qui lui a permis de passer cette étape. Et c'est vrai que moi, je suis impressionné, sans être accompagné, d'avoir construit finalement toute cette résilience. Et puis, on va avancer sur la deuxième partie parce que l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Et on va en connaître encore un petit peu plus. On va aller un petit peu plus en profondeur chercher Monsieur Roten. Captain, c'est quand tu veux. Allez, le PSG. Il s'est endormi. Du coup, il a bugué. Oh là là. Alors, Captain, merci pour ce beau jingle. Mais excusez-moi, les gars, mais à un moment donné, il nous a cassé les bonbons. Il faut que tout soit carré. Jérôme ci, Jérôme là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des jingles dans 3 jours. Il nous en envoie un de la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, pour le coup, il gère absolument pas ses émotions, le Marseillais là. On l'a perdu. Alors, attends, je tiens à intervenir. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Ça va. Moi, j'ai suivi le prompteur. Hein. Tu me dis, allez, le PSG. J'envoie le PSG, moi. On l'a perdu. Ouais, j'ai failli saigner du nez et tout. Bon, allez, je retourne à tout à l'heure. On retourne dans ta case. Et voilà. Et Jérôme, on se rappelle à toi. Toi et moi, on va se parler après, tu le sais. Regarde les vidéos des PSG Marseille, Marseille PSG. Ouais, c'est vrai. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Allez, on y va. Aussi. Ok, vous aurez l'occasion de fighter, les gars. Ça va venir. Soyez patients. Profitez encore de ce moment. Alors, en route vers la finale de la Ligue des Champions, on a bien compris l'historique, la préfo, la formation, les difficultés. Et puis, on avance, on passe ces caps. Et puis, l'épopée magique quand même. Alors, moi, j'ai mis, parce que Greg, il nous a donné la référence, dite d'un film de Harry Potter. Voilà, limite, il y a de la magie, en fait, dans ce qui t'arrive. Et moi, j'aimerais en savoir plus à titre perso, dans cette épopée, dans cette finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant l'aventure? Et à quel moment, donc première question Jérémy, moi j'en ai une autre, comme ça tu pourras enchaîner, et à quel moment vous vous êtes dit collectivement, putain mais là on peut y arriver en fait. Voilà. Alors déjà Greg, pour répondre à ta question, et tu le sais, à quel moment, au moment du tirage de la Ligue des Champions, on était peut-être insouciants, on était fous, on était tout ce que tu veux, mais au moment du tirage de la Ligue des Champions, on ne savait pas sur qui on allait tomber. Hein, tu vois, je crois qu'on était chapeau numéro 2 à l'époque. Donc, tu étais obligé de choper un gros et puis 2 autres un peu plus petits. Mais bon, en Ligue des Champions, il n'y a pas de petite équipe. Et on s'est toujours dit, on a un groupe tellement fort, on est fort ensemble et tout ça, que on avait vécu une année, l'année d'avant, où on doit être champion de France et on s'écroule à la fin, alors qu'on met... on met aller-retour de bonnes tartes à Lyon qui va être champion, mais on a dominé le championnat toute l'année en marquant beaucoup de buts et tout ça. Bon, tu te dis, on a bien préparé, même si là, c'est le Graal, c'est la Ligue des Champions, mais on a un groupe fort qui est en plus renforcé par 1 ou 2 éléments. Morientes. Morientes, entre autres. Il y a des prêts pour compléter l'effectif d'Edouard Cissé. Il y a l'arrivée de Ibarra côté droit, l'arrière droit, tu vois. Donc, il y a 2-3 mecs qui arrivent qui vont être importants pour compléter un peu ce groupe. Et très vite, on se dit, nous,
on va croquer la vie, quoi. On va y aller. Et en fait, quand je parle de mon état d'esprit, qui m'a servi tout au long de ma carrière, on en a parlé, là, j'ai retrouvé, moi, à Monaco, des mecs qui avaient à peu près le même état d'esprit que moi, quoi. Tu vois, donc, tout seul, tu peux faire des belles choses, mais quand tu es plusieurs, là, c'est clair. tu deviens difficile à battre. Et franchement, on se sentait très, très fort. Et là, moi, je te parle de mon binôme avec Patevra sur le côté gauche, parce que très vite, on avait deux personnalités qui se complétaient, qui se ressemblaient aussi par moments, mais on avait une force tous les deux qui était incroyable, parce que on avait envie de grandir ensemble, quoi. Et il était un peu plus jeune que moi, mais franchement, nous, on préparait les matchs côté gauche, on disait, mais il n'y a personne qui passe aujourd'hui. Et au contraire, nous, on va animer le côté, on va les rendre fous. Et bah, ça marche. Ouais. Alors, on a fait une émission il n'y a pas longtemps, effectivement, on est parti du joueur, de comprendre un petit peu les stratégies, les émotions, etc. Tu viens de nous en parler tout à l'heure. Et puis, très vite, on est passé aussi sur l'institution, le club, l'équipe, le groupe. Et c'est vrai qu'on parlait des erreurs de casting. On voit qu'aujourd'hui, on peut mettre d'énormes moyens pour construire une équipe qui va gagner. On prend les meilleurs joueurs et ça ne fonctionne pas. Et inversement, des fois, la magie opère. Et c'est un petit peu là le cas de ce que tu nous partages. Je retiens, on avait envie d'être forts ensemble. On partageait des valeurs, en fait. On s'est retrouvés quelque part comme un truc qui s'est assemblé, qui a collé, quoi. C'est ça qui a fait la force du groupe. En fait, je pense que c'est la force du football, tout simplement. Et là, tu peux me parler de vos football qui évolue, de ceci, cela, des tactiques qui marchaient bien à l'époque et qui marchent moins aujourd'hui. Mais ça, c'est de la gnognotte. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la vie du groupe, la vie au quotidien. Les joueurs, comment ils s'entraident, les joueurs, comment ils s'entraînent, les joueurs, comment ils jouent avec la concurrence, parce qu'on est tous en concurrence, plus ou moins, tu vois. Donc, mais avec le respect, avec le staff aussi, je pense que tout ça mêlé, c'est l'essentiel, en fait. C'est essentiel. Après, bien sûr que pour avoir des résultats, et plus tu passes les niveaux, vaut mieux avoir… Tu gagneras et tu existeras dans les plus belles compétitions avec des joueurs de talent. Parce que le talent fait la différence. Mais ce n'est pas le talent avant ce que je viens de te dire. C'est avant tout le collectif. Comment les mecs ils arrivent à se rendre forts ensemble, encore plus forts individuellement avec Pierre-Paul ou Jacques. La relation avec l'entraîneur. Et puis après, voilà, il faut être habité, quoi. Il faut avoir envie de gagner, envie de bouffer tout le monde. Parce que, en fait, ce qui transpire dans beaucoup de groupes, et j'ai connu après, parce que là, ce que j'ai vécu à Monaco, c'était le Graal. Et la preuve, c'est qu'on a été sur le toit de l'Europe, donc il n'y avait pas plus haut. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'il y a du talent, il n'y a pas de problème. Et derrière, des groupes qui étaient aussi bien armés, avec des bons joueurs, des très bons joueurs, on n'a pas réussi parce qu'il manquait quelque chose. Et tu penses que Didier a été important dans sa gestion du groupe sur cette saison-là de la Champions League? Il était essentiel. Ah ouais. Parce que lui, c'était le vrai chef d'orchestre. Parce que je ne vais pas te dire que c'est le meilleur entraîneur technico-tactique. Ça, c'est bien sûr que il sent les choses par rapport à l'adversaire. Il a son intuition qui fait la différence entre le bon coach et le très grand coach. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sa grande force à Didier, c'est ça, c'est de mettre des personnalités dans le vestiaire, de jamais se tromper. Les mecs, ils vont bien vivre ensemble. Il va y avoir quelque chose qui va prendre à l'intérieur du collectif. Et lui, il est au centre du projet. Il ne s'est jamais mis en dehors. Il n'a jamais mis de barrière entre ses joueurs, le staff médical et tout ça. Non, au contraire. Quand il venait se mélanger avec nous, il était comme un joueur, avec le respect, bien sûr, que tu as pour les entraîneurs, pour ton entraîneur. Mais il avait cette… Voilà, il était avec nous au milieu, il se noyait dans la masse, là. Franchement, c'est ça qui a fait la différence, parce que avec des relations comme ça en dehors du terrain, mais même sur le terrain, parce que quand c'est dur sur le terrain, et quand il te dit, parce qu'il y a des fois, il y a des débriefs de match ou même des préparations de match où
où il haussait le ton et c'était un peu compliqué. Mais déjà, il ne le faisait pas tout le temps parce que je pense que l'entraîneur, et j'ai connu des Vaïd Halilhodžić et tout ça, qui te le font tout le temps, c'est récurrent. Et, au bout d'un mois, tu lui dis ouais, vas-y, chante beau merde et tu peux crier tout ce que tu veux. Ma merde, merde, Jérôme, merde. C'est ceci, c'est cela, nana. Voilà. Et ben, en fait, Didier, il avait tout compris là-dessus parce qu'il savait nous remettre, que ça soit individuellement ou collectivement, un petit peu dans la tronche quand on avait tendance à se relâcher, et ça arrivait. Mais par contre, il était toujours là. En fait, il transpirait tellement la compétition, le compétiteur. Il nous a transmis ça, en fait. En plus de ça, tout ce que je viens de te dire sur l'ambiance dans le groupe et tout ça. Mais c'était un compétiteur hors pair. Et en fait, lui, il te disait. Alors moi, je l'avais déjà, comme je te disais, depuis mon plus jeune âge. Mais ça a été décuplé en connaissant Didier. Ouais. C'est que le petit jeu à l'entraînement ou le petit exercice technique et tout ça, putain, mais il nous disait, tu ne perds pas, tu gagnes, tu réussis. Il n'y avait pas, attention, il ne faut pas perdre. Il ne parlait pas de perdre, hein. Il parlait voilà. Et forcément, là, tu vois, là, je t'entends, j'ai juste envie. Alors moi, à cette époque-là, j'étais à Lille, hein, on était plus les besogneux on vous regardait à la télé, pas de problème. Mais là, tu vois, j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie de faire cette saison qui est incroyable parce que moi, ça me parle. Quand tu parles de tout ça, ça me parle vraiment. Je crois vraiment à ça, au groupe, que tout le monde va dans le même sens, tout le monde joue la même musique. Et puis arrive cette finale. Pourquoi, le jour de cette finale, tout ce que tu es en train de me dire là, tout s'écroule? Mais parce que, en fait, c'est pas que ça s'écroule, c'est que c'est fou que ce match-là résume un peu ce que j'ai senti tout au long de ma carrière. Quand je vous parlais à la fin, j'étais usé. C'est vrai. Ouais. J'ai arrêté ma carrière parce que j'ai senti une usure avec tout ce que j'étais en place. Il y a des choses, j'arrivais plus à faire tourner, à tourner la machine de ce côté-là. Et donc, quand il y a un petit truc, voilà, et puis l'autre, ça. En fait, chaque chose. Le fameux puzzle là de Luis Campos, il y avait une pièce, elle voulait plus rentrer, et puis après c'est la deuxième, et puis après voilà, et puis après ça part en et la finale c'est un peu le reflet de ces quasiment 3 ans à Monaco, si tu veux. Là on était à l'aboutissement, c'est le Graal, le plus haut niveau, finale de Ligue des Champions quand même. Et en fait, je pense que tous les ingrédients que moi j'ai mis et qu'on a mis, parce que j'étais pas le seul, hein, qu'on a mis pour faire des exploits, pour élever ton niveau, pour surprendre tout au long de la compète. Il nous a manqué de l'énergie. Mentale, du coup. Ouais. Je pense que cette défaite, elle est pas liée au football. À la technique. Ou, ouais. Alors, après, c'est pas me prendre pour un autre, parce que peu importe, mais je pense que sur cette année-là, on est meilleur que Porto. Alors, je vais te poser une question. Je pense que sur ce match-là, un Yannick Noah aurait fait du bien. Ouais, alors après, Didier, il a voulu gérer le truc, et je vais te dire, et Didier, ça a été le premier à fauter. Je ne vais pas lui remettre la défaite sur la tronche. Hein. Non, mais sûr que non. Mais il a fauté, en fait, c'est que le dernier match de championnat, nous, il est avancé parce qu'on jouait la finale le mercredi soir en Allemagne. Et le dernier match, on joue le vendredi soir à Bordeaux. Mais nous, le vendredi soir, on joue encore le titre de champion. Mais normalement, tous les matchs sont joués ensemble. Le samedi soir, c'est le multiplex. Et là, exceptionnellement, comme ils ont fait cette année un peu en repoussant les matchs là, pour préserver la Coupe d'Europe, là, sur la finale, nous, ils nous disent, pour avoir une journée de plus de récup, on vous avance le match le vendredi soir. Donc, le vendredi soir, on joue, on gagne à Bordeaux. Et le samedi soir, Didier, il ne voulait pas qu'on retourne à Monaco parce que je ne fais pas un dessin à cette période-là à Monaco. Bon. Grand Prix. C'est the place to be. Hein. Voilà. Forêt privée chez Campi, tout ça, on connaît. Voilà, ouais, c'est ça. Ils m'auraient engrainé dans ces trucs. Tu sais quoi, bon. Et donc, Didier, il nous dit, on va en Allemagne dès le samedi matin. Donc, on s'est retrouvé en Allemagne dans un château incroyable.
au fin fond. Il n'y avait que nous, l'équipe, tu vois. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 5 jours. C'est long. 5 jours pour une finale de Ligue des Champions, avec tout ce qui se dit, parce que la finale de Ligue des Champions, les médias, j'ai eu, personnellement, avant la finale, j'ai eu 200 demandes de médias. 200 demandes d'interview, mais c'est énorme pour un joueur. D'accord? Donc ça, il faut gérer. Bon, il y avait Pierre-Jo Gadot qui a fait un travail remarquable. Pierre-Jo. Il fallait gérer tout ça. Et je pense que, outre le fait d'être un peu usé et tout, mais ça n'a pas aidé cette préparation, c'est que Didier, le samedi soir, je me souviens encore, on est à l'hôtel et tout, il dit, bon les gars, moi, ma première finale que j'ai jouée, je l'ai jouée avant dans la tête. Donc, je vous mets en garde. Bah ouais, mais le fait de nous le dire déjà, alors que c'était la première fois qu'il était négatif, il a toujours été positif. Et là, quand on parle d'effets, un effet mental sur des… En fait, moi, on m'a toujours… Alors après, peut-être, je parle sous votre contrôle. On m'a toujours dit il faut toujours essayer de dire le positif plutôt que le négatif. Tu vois, on va tout faire pour gagner. On va tout faire pour ne pas perdre. Super. Et ben Didier, c'est la première fois qu'il nous a dit un truc de négatif sur moi, la première finale, je l'ai joué avant. Eh ben, écoute, tu nous l'as tellement dit que la plupart, on l'a joué avant. Non, mais c'est fou. Hein. Mais c'est tellement vrai. Et là, je finis là-dessus parce que je suis un peu long. Mais le mercredi, donc le jour du match, quand on part de l'hôtel au stade, on a à peu près en quart, on a avec l'escorte, on a 45 minutes de trajet. D'habitude, il y a toujours, tu sais, quand tu vas sur le truc, tu as des mecs qui parlent, il y a la musique, il y a le truc. Là, il n'y avait pas un bruit. Ouais. Pas un bruit. On était tous là dans notre bulle et tout, ce qui est bizarre parce qu'on n'a jamais préparé les matchs comme ça. Alors moi, un peu, parce que moi, je mettais mes oreillettes, voilà. Mais il y en avait d'autres, ce n'était pas du tout leurs attitudes. Et là, tout le monde était concentré. Et puis, Didier le voit, si tu veux, en se retournant, donc il met la musique un peu plus fort sur les haut-parleurs du car. Et là, en fait, il s'est pris un truc où on s'est tous mis, si tu veux, on a retiré, on a tous écouté, et puis là, on a applaudi, on a fait les cons. Et je pense que le peu d'énergie qu'il y avait, on l'a laissé dans ces 20 minutes dans le car. C'est fou, hein? C'est dingue. C'est fou. Et c'est une histoire incroyable, messieurs. C'est extraordinaire. Mais en plus, on touche vraiment du doigt ce sur quoi on appuie. L'osmose d'une équipe, c'est une alchimie fine. Ouais. Vraiment, ce truc, faire prendre cette… Et il suffit d'un détail. Et c'est pas un grain de sable, c'est quelque chose d'énorme sur la communication. Nous, on parle de projection, si tu veux. C'est aussi… Il a pu se retrouver, c'est humain, hein, il est dans ses émotions et les autres trucs. Dans son intention, il veut protéger les siens, mais la façon dont il dit, mais il intervient aussi sur cette alchimie. Ouais. Et ce détail prend des dimensions énormes. C'est dingue. Alors, moi, ce que j'ai envie de relever, et nous, on touche du doigt de plus en plus parce qu'on parle d'état modifié de conscience. Et là, quand on vit des événements comme ça, on n'est pas dans son état normal, entre guillemets, on doit jouer avec ça. Et en fait, ce que tu nous partages là, c'est ce que nous, on vit, et on a créé une méthode sur ça. L'énergie se transmet au-delà des mots. Un mot sonne d'une manière ou d'une autre, et l'énergie qu'il y a dans le mot, et surtout l'intention qu'on met dans le mot, se transmet à toute une équipe dans un quart avant une finale de Ligue des Champions. Ouais. Enfin, wow. Oui, je pense que c'est aussi pour ça que les présidents changent d'entraîneur en cours de saison aussi. L'aspect mental, ce choc, comment on appelle ça déjà, le choc psychologique. Voilà, ce choc psychologique qu'a eu Gasset à Marseille pendant quelques matchs. Voilà, mais après, le bon entraîneur le donne, ce choc psychologique, mais le très bon entraîneur le maintient. Oui. Après, on va retenir quand même le positif de l'épopée. Et on voit que ça se joue à ce niveau-là, évidemment. On est tellement dans les hautes sphères, c'est très fin, c'est dans des détails. Mais par contre, moi, ce que je retiens, et ça, je trouve que c'est extraordinaire, ça crée des émotions chez moi, parce que ce que tu partages dans le bien vivre ensemble, le fait de croquer la vie, de se respecter, d'aller dans la même direction, parce qu'on aime se retrouver, c'est ce qu'on passe aussi comme message dans les quartiers, dans les écoles. On les fait jouer au foot pour qu'ils comprennent ces valeurs.
Et moi, quand j'entends un gars qui m'explique qu'il arrive à atteindre des sommets parce qu'il respecte ce processus, je dis que la vie est bien foutue, quoi. Ouais. Et ça, c'est un vrai message. Après, le côté énergétique de la chose, le détail de la finale nous montre que voilà, on joue sur des leviers qui sont extrêmement sensibles et extrêmement subtils. Après, il ne faut pas oublier non plus, Jérôme, qu'aujourd'hui, on dit Porto, mais tout le monde avait à oublier aujourd'hui quel joueur il y avait à Porto. Parce que à l'époque où on les joue, personne connaissait les joueurs de Porto. Mais 2-3 ans après, on s'est vite aperçu, et l'entraîneur compris, que l'équipe de Porto, c'était une des meilleures équipes européennes de l'époque. Surtout que l'année d'avant, avant de gagner contre nous en finale, ils gagnent l'Europa League. Hein. Donc avec quasiment la même équipe. Donc oui, c'était pas mal. Écoute, on en parlait et j'en parle tous les jours avec le match de demain, Paris Saint-Germain-Dortmund. Tu vois, dire le meilleur moyen pour que le PSG ne passe pas, c'est de ne pas respecter Dortmund et de se dire que Dortmund est là par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans le foot. Quand tu arrives en demi-finale avec des champions, c'est clair, c'est clair. Beaucoup de force. Voilà. C'est clair. Tiens, donne-nous ton pronostic pour demain, Jérôme. Je ne suis pas bon en pronostic, Greg. Je le sais, mais qu'est-ce que je te dis déjà, c'est un club français et d'autant plus le PSG. Donc je vois rien d'autre qu'une victoire large du PSG. Ouais. Bien. L'avenir nous le dira. Mais bon, je le fais pour vibrer, hein, parce que je suis au stade demain, donc même si j'ai quand même quelques doutes. Tu te conditionnes en fin de compte. Oui. Ouais. Je vais juste là me faire un petit plaisir perso. J'ai fait un cauchemar il y a 2-3 nuits, Jérôme, et nous on appelle ça un ancrage, c'est-à-dire qu'on associe des émotions à un souvenir, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu nous partages tes souvenirs, tes victoires, tes défaites, j'imagine que tu ressens des choses. Voilà, c'est ça qu'on appelle un ancrage. Ça, on peut s'en servir. C'est un outil de préparation mentale extrêmement puissant. On peut s'en resservir pour aller chercher de la confiance, de la motivation, etc. Et moi, j'ai fait un cauchemar et je me suis dit, imagine, je parle à Jérôme Roten et je lui dis, tu sais, en tant que joueur, moi, je trouve, et c'est que mon avis personnel, que tu n'as pas été reconnu à ta juste valeur parce que tu étais un joueur différent. Moi, je le trouve. Et même aujourd'hui, je me rappelle d'une émission il n'y a pas longtemps dans laquelle, sur RMC, on ne te reconnaît pas pour moi à ta juste valeur. Et je me suis dit, avec la patte gauche que tu avais, tu vois, et dans mon cauchemar, je me suis dit, imagine, je te dis ça. Et en fait, le mec me dit, mais Jérémy, excuse-moi, je suis droitier. Donc, je veux juste que tu me rassures. T'es bien gaucher ? Ouais. Mais après, tu vois, en fait, la reconnaissance, franchement, je vais te dire la vérité, les gens qui parlent, ils ont le droit de donner leur avis, il n'y a pas de problème. Tout le monde parle de foot aujourd'hui et tout. Mais nous, ce qu'on ne nous retirera pas, et c'est pour ça qu'on est là, c'est qu'on a l'expérience du terrain. On sait que de toute façon, jouer au football, ce n'est pas donné à tout le monde. Jouer au très haut niveau, encore moins. Et être international dans un pays comme la France, c'est que forcément, tu as automatiquement, et pas qu'une fois, hein, tu vois, j'ai eu la chance de faire des grandes compétitions, c'est que tu n'es pas là par hasard, tu vois. Après, en déconnant, je te parlais des records que j'avais et tout ça, et c'est vrai que ça fait partie du fierté parce que à l'arrivée, les vrais savent que pas le meilleur joueur du monde, j'étais pas Zinedine Zidane, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, j'ai donné le max et je suis fier de ça. Et je pense que aujourd'hui, si un gamin à faire ma petite carrière, je pense qu'il sera déjà très satisfait, quoi. Et tu vois, à Monaco, Jérôme le connaît. C'est un ami à nous qui est allé superviser Jérôme à Troyes pour Monaco. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Paul Pietri, qui était un formateur incroyable à l'AS Monaco. Et quand il a quitté le terrain, le club lui a donné la mission d'aller voir les joueurs pour le recrutement. Et il a toujours eu cette phrase quand il est allé voir Jérôme. Il est allé faire son constat à Troyes. Et quand il est revenu, Greg. C'était à Caen ? Ouais, à Caen. Voilà, à Caen, il a dit à l'AS Monaco, Jérôme Roten, c'est un corps de junior, c'est un pied de Ligue 1 dans un corps de junior. Ouais. C'est vrai. Une belle formule. Là, il avait dit. Et franchement, c'est une belle formule parce qu'à l'époque, j'étais frêle, je commençais, j'étais 9 ans. Ouais.
te dis à faire un peu, après ça parle pas aux gens, mais j'ai commencé ma carrière, je devais faire 68 kilos pour 1m78. Et au top de ma carrière, à Monaco, je faisais 1m78, donc toujours pareil, mais 75 kilos. Donc, tu vois, donc j'ai pris 7 kilos de muscle, en gros. Donc, forcément, c'est pas la même chose. Hein. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs dans le championnat de France qui avaient cette capacité de pouvoir centrer, la mettre où il voulait, sans dribbler son joueur direct. Et ça, encore aujourd'hui, moi, sur le terrain, tu sais combien de fois. Alors, des fois, les joueurs, ils rigolent parce qu'ils disent ouais, coach, tu me dis ça parce que c'est ton copain. Mais non, j'ai dit les gars, à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'aller toucher la ligne de but pour aller centrer. J'ai dit regardez Roten à l'époque, regardez les DVD, regardez les vidéos sur YouTube. Le mec, il poussait, il mettait direct. Et souvent, à notre latéral droit ici, Devian, pour pas le citer, le petit Waïl et Safiani, je lui dis Waïl, tu n'as pas besoin de dribbler, de faire. Tu as la capacité de pouvoir. Et quand il fait, ça marche. Ouais. Et par contre, Jérôme, tu m'avais donné aussi une petite astuce. Je crois que c'est toi qui m'avais dit au moment où tu sens, fais comme si tu tombais. C'était toi? Oui, c'est moi. Voilà. Mais en fait, on en reparle toujours à la même chose. Pour ça faisait partie de mon point fort, mais c'est toujours pareil. Ton point fort, tu l'as. Alors déjà, c'est bien de le découvrir parce qu'il y a des joueurs, malheureusement, à 25 ans, ils ne savent même pas encore quel est vraiment leur point fort. Tu vois, ils pensent qu'ils savent tout faire. Non. Déjà, si tu as un point fort, c'est bien de le savoir. Et ensuite, il faut travailler dessus parce que le point fort, tu peux toujours l'améliorer. Et moi, je passais alors, je ne parle pas des heures parce que ce n'est pas vrai, mais je passais après les séances, je restais 10 minutes, un quart d'heure. J'avais besoin de personne. Je mettais 2 plots. Je mettais une façon de pousser la balle. Je la poussais avec l'intérieur du pied. Et puis, je centrais en une touche sur des zones. Et je répétais le geste. Mais je l'ai fait des milliers de fois. Et après, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as l'occasion, dans divers coins du terrain, au poteau de corner ou avant, ou comme tu dis, Greg, à 40 mètres du but, à pouvoir trouver ces zones-là. Si l'attaquant, il est un peu malin, il est intelligent, et en général, quand tu passes les caps et que tu arrives en Ligue 1 et dans des clubs qui sont faits pour gagner, comme Paris, Marseille, Monaco ou Lyon, automatiquement, l'attaquant, il va être intelligent. Hein. Mais tu vois, tu dis une chose juste, et ça, les jeunes qui nous regardent doivent se servir de ça aussi. Parce que moi, j'étais exactement celui que tu viens de dire là. C'est-à-dire, moi, j'avais pas de point fort. Et en fait, les entraîneurs, alors, je courais vite, ok. Je courais longtemps, très bien. J'avais une bonne technique, très bien. Mais il y avait toujours 1, voire 2 joueurs qui allaient plus vite que moi, qui étaient plus costauds que moi, qui étaient plus techniques que moi. Et puis, à l'arrivée, alors oui, certes, j'ai connu le haut niveau 13, 14 ans, pas de problème. Mais j'ai jamais été un titulaire indiscutable dans les clubs où j'étais. Hormis peut-être au Gazélec d'Ajaccio, parce que c'était en national, ou à la Louvière à l'époque en Ligue 1, pas de problème. Mais parce que je pense aussi, parce que j'avais pas de point fort en fait. Et je trouve que c'est important que les jeunes, comme tu dis Jérôme, aient un point fort et travaillent dessus. C'est important. C'est essentiel et ça fait partie du développement. Alors après, tout seul, attention, tout seul, tu n'es pas obligé de le savoir, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est bien, si tu veux, aujourd'hui, tu as plusieurs outils, tu as des personnes aussi qui sont là pour trouver ça, pour échanger. Ils sont là. C'est intéressant par rapport à ça parce que autant, moi je te dis, hein, et j'ai pas honte de le dire, c'est pas parce que je fais l'émission que je prêche pour vous aujourd'hui, mais il y a 15 ans, j'aurais fait l'émission, j'aurais dit vous servez à rien. Non mais c'est vrai, j'ai pas honte de le dire. Vous servez à rien. Et moi le premier. Mon expérience, qui n'est pas la seule expérience, parce qu'il y en a d'autres, mais mon expérience avec mes potes de l'époque, on en a parlé, on était livrés à nous-mêmes. Voilà, on s'est fait tout seul. Mais je pense aujourd'hui, en effet, avec le développement et le football, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel, en effet, d'avoir une structure dès le plus jeune âge, d'avoir des gens de confiance qui sont là pour ton bien, pour te développer, pour t'apprendre des choses, parce que tu ne peux pas tout savoir, et puis pour découvrir des choses. Parce que Greg, tu vois, quand tu parlais de tes qualités, tu parles tout de suite, et moi, ça
ça m'horripile aujourd'hui. Alors, je ne te dis pas ça pour toi, mais ça m'horripile quand j'entends les gens. Ah putain, il va vite, lui, il va vite. Mais il va vite. Oui, d'accord, ok, il va vite. Et déjà, on ne fait pas du 100 mètres. Hein. Tu vois, c'est un terrain. Donc, voilà. Donc, déjà, c'est la première chose. Mais vaut mieux qu'il aille vite avec le ballon et qu'il ne fasse pas des conneries et surtout qu'il voit plus vite. Mais voir plus vite, c'est les yeux, le cerveau, comment tu réfléchis, comment tu analyses la situation. Et il y en a qui vont vite, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ils ont une vision de merde plutôt, ouais. Tu vois. Et donc, tu n'arriveras pas. Et ben, c'est pour ça. Donc, si tu veux, et tout ça, ça se développe parce que la vision, moi c'était un de mes points forts, la vision d'anticiper, parce que j'avais pas. J'étais pas lent, on disait les faux lents parce que tu avais une façon de courir où les gens disaient oh, attends, il est lent celui-là. Oui, bah, non, je suis pas lent. Non. Sûr, j'ai fait le test, j'étais loin d'être le plus lent. J'étais un faux lent, on va dire. Allez. Mais à l'arrivée, moi, on m'a toujours dit la course, c'est autre chose, mais il faut que ton œil voit plus vite. C'est clair. Mais tu sais, bon, ben, pour avoir connu le monde pro et maintenant, forcément, depuis quelques belles années, le monde amateur, je pense que ce qui différencie les deux, c'est par exemple, tu vois, si je fais un spé attaquant avec ne serait-ce que des joueurs de National 2, ou voire même avec parce que chez nous, on a la D2 féminine qui est quand même un très bon niveau, d'accord? Quand je fais des spé attaquants, en fait, eux, ils vont se concentrer sur la frappe. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas anticipé que pour arriver à la frappe, il y a des étapes. Et que si tu te mets pas dans les bonnes conditions pour arriver à cette fameuse frappe, mais cette fameuse frappe, en fait, elle arrivera jamais. Tu vois? Et ils anticipent pas ça. Alors qu'au haut niveau, ils font étape par étape. Ça dure même pas une millième de seconde. Et tac, 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 ça arrive à la frappe. Alors que le joueur amateur, il va se concentrer uniquement sur la frappe parce qu'on lui a dit, il y a un spé attaquant, il faut qu'on frappe. Mais avant ça, il y a des étapes. Et c'est vrai que là-dedans, le footballeur professionnel, le sportif de haut niveau, percute un peu plus vite. Ah oui. Et l'exemple en est que, et Jérôme est bien placé pour vous le dire, le footballeur qui a un niveau moyen au tennis peut battre un joueur de tennis qui a commencé depuis le plus jeune âge, qui a un niveau sympa. Mais bon, voilà, après, il y a niveau et niveau. Mais pourquoi? Mais parce que le sportif de haut niveau, le footballeur, il a déjà les cannes. Normalement, il a aussi la dalle, mais il a aussi l'anticipation. Ça, c'est important. Attends, et alors, on parle du mental. Mais il a aussi dans le crâne, au tennis, j'ai joué. Tu es tout seul au tennis. Tout seul. Un point où tu dois finir le point. Souvent, on parle du bras qui tremble. Les petits bras. Mais les tennis amateurs, et comme tu dis, hein, peut-être 2, 3, 4 niveaux au-dessus de toi parce que techniquement, c'est leur sport depuis l'âge de 4 ans. C'est tout ça. Mais là, écoute, ça D'ailleurs, on a joué contre. On a joué contre. Le bras, c'est eux qui tremblent, hein, le bras. C'est clair. Ça, Jérôme. D'ailleurs, on a joué contre, toi et moi, non? Mais tu triches, toi. Alors là, je suis pas surpris. Pas surpris. Il gagne par tous les moyens, Campi, mais comme des fois il n'a pas les moyens, il triche. Je me permets de reprendre la main parce que voilà, on part aussi maintenant sur les prises d'infos, etc. On sort un peu de notre sujet à nous, qui nous intéresse plus, c'est les émotions, le mental. En revanche, oui, dans la détection des talents, et je te remercie, Jérôme, de mettre en avant ce que tu dis. Oui, il y a 4 compétences, tactique, technique, physique et mentale. Et à un moment donné, quand on pose la question à un jeune, mais toi, c'est quoi ton point fort? Qu'est-ce qui va faire la différence pour toi? Ils ne savent pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette croyance qu'il faut être bon partout. C'est faux. Non, il faut avoir des bases partout, mais il faut comprendre où je suis différent. Et comme tu l'as dit, travailler ma différence, mon point fort, jusqu'à ce que ça devienne mon arme ultime. Exactement. C'est ça la clé. C'est vrai. C'est vrai. C'est la clé. C'est vrai. C'est la clé, elle est là. Alors, je te dis, tu peux le mental, tu peux toujours le travailler de toute façon. Et vous êtes bien mieux placé que moi pour le dire. Tu peux toujours le travailler parce que de toute façon, si tu n'es pas costaud, si tu n'as pas un gros mental, tu ne peux pas y arriver. Voilà. Moi, j'ai compris ça. Tout le talent du monde, des trucs, il y a tellement de choses à gérer que si tu n'arrives pas à les gérer, malheureusement, c'est un frein et tu n'arriveras pas. Et c'est comme ça. Et donc, mais c'est ça qui est excitant pour vous déjà et pour le jeune de lui mettre ça dans la tête et de se dire, oui, en effet, mentalement,
bah, il faut que je travaille les trucs. Et tu sais, le meilleur travail sur le terrain mental, et je le sais parce que moi, je tirais les coups de pied arrêtés. D'accord? Mais le meilleur travail sur le terrain pour gérer toute la pression, et des fois, tu vas fauter, c'est de tirer les coups de pied arrêtés. Moi, j'imposerais, si je sens qu'un gamin, il a une faille et mentalement, il cède un peu quand il y a la pression, quand le truc et tout, tu sens, parce que tu le vois, le gamin arriver. Pour lui faire passer un cap, je lui fais tirer tous les coups de pied arrêtés. Qu'il ait le pied ou pas le pied, hein. Tu vas voir qu'au début, il va se faire dessus parce qu'il va se dire putain, si j'en rate un, si j'en rate deux, si j'en rate trois, mais à force, tu as une appréhension qui est différente. Et moi, je te promets que quand je suis arrivé à Caen, j'ai mon formateur, Pascal Théo, il voulait que je tire tous les coups de pied arrêtés. Et je ne comprenais pas parce que je disais à tout le monde, mais vraiment véridique, je disais, mais je n'ai pas le pied pour tirer les corners. T'imagines? Je lui disais ça, je devais avoir 16 ans, alors que mon point fort a toujours été mon pied gauche. Et je lui disais, mais non, mais je n'ai pas le pied pour tirer les corners ou pour tirer les coups francs. Et lui, il me disait, tu n'as pas le pied, tu vas y aller. Tu vas tirer les trucs. Donc, je répétais. Et je me faisais. Et tu peux te dire, sur les matchs, les premiers matchs, je tirais des cacahuètes un peu partout et tout ça. Et je le voyais, il sortait de la guitoune à chaque fois de son banc. Et il me faisait ça avec la main. Tu vois, là, donc, tu te mettais une pression. Et puis après, à force, je te jure que ça a été un travail incroyable pour moi. Incroyable déjà mentalement. Et après, c'est devenu un des points forts pour arriver au niveau pro. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Roten, putain, lui, il a un super pied, tout ça, mais en plus, les coups de pied arrêtés, c'est une machine. Eh ben ouais, écoute, ça m'a servi. De toute façon, pour dépasser ses limites, comme tu le dis, il faut se confronter à ses propres peurs. Et par la répétition, à un moment donné, évidemment, on va commencer à changer d'état d'esprit. Donc, c'est très juste. Je peux te dire, et là, c'est pour ça que je te disais, après la carapace, tu te la crées et tout ça. Ouais. Au stade Louis II, tu le ressens moins. Le stade, il est plus petit et tout ça, même si quand tu joues des matchs de Ligue des Champions, tu ressens quand même la pression. Mais quand tu arrives à Paris, là, que le début de match, il est compliqué, que le premier corner, tu la tires côté Boulogne ou côté Auteuil, là, et que tu as des mecs qui sont pour Paris, mais tu tires un corner et qui se lèvent de ça, et qui t'insultent et que tu prends une bronca par 45 000 personnes, je peux te dire que si tu les as pas bien accrochés, il vaut mieux demander au coach de te sortir, hein, tu vois. Bien, bah écoute, voilà, très, très, très enrichissant encore. Puis nous, ça colle tellement avec ce qu'on développe comme méthodologie. Donc, c'est voilà, venant d'un joueur d'expérience comme toi, de cette carrière, ça conforte évidemment les outils qu'on a développés. Et comme tu dis, c'est très excitant pour nous de savoir qu'on a des moyens d'aider des joueurs à avancer dans cette direction.